L'article a été le suivant, il vient de sortir aujourd'hui. D'abord, ça commence pour déterminer si la Ligue a ou non trahi ses électeurs. Le premier élément à considérer est leur sentiment. L'augmentation de consensus pour la Ligue après les votes Draghi a doublé par rapport à celle pour Fratelli d'Italia qui a choisi de rester en dehors du nouveau gouvernement. Donc pour l'instant, les électeurs sont plutôt contents que la Ligue soutienne Draghi. Pourquoi le choix de la Ligue devrait être-il perçu comme une trahison? Telle est la perception de ce qu'on appelle en sociologie les sous-cultures. Dans la communication moderne, des ghettos sociaux sont créés. À l'intérieur de ces ghettos sociaux, certains utilisateurs s'influencent mutuellement, transformant la réalité des partis des politiciens. Salvini, Trump, Poutine, Orban, à leur guise. Ils rejettent tout ce qui contredit leur vision et soulignent ce qui leur tient à cœur. Ils pensent aussi ainsi que le succès de ces partis ou de ces politiciens est dû aux raisons que les utilisateurs de ghettos sociaux considèrent comme fondamentales. Et quand la réalité fait tomber leur illusion, ils croient alors que les électeurs ont été trahis et qu'ils se retourneront contre les traîtres. Mais cela ne réside que dans la fausse perception de la réalité par les ghettos sociaux. Je fais un exemple, que ce n'est pas que le ghetto social, c'est toutes les façons quand les gens vivent entre eux. Je ne sais pas, moi je n'ai pas trop suivi les élections parce que ça m'ennuie, mais chaque fois que je puis suivre un candidat, je vois comme les gens qui se parlent entre eux, avec leur comité d'électeurs, d'élection, avec leurs électeurs, les amis, tout le temps qui passe, sont convaincus d'avoir un élan qui les mènera très en haut. Et après, ça tombe toujours parce qu'ils sont absolument dessus. Il y a 25 ans, c'est ce qui était arrivé au MNR, que remplissait toujours les salles avec la même personne. Ils étaient tous bien convaincus qu'ils auraient gagné la mise alors qu'il n'y avait pas vraiment d'électeurs. Et c'est la même chose, quand on se renferme dans des ghettos sociaux, qu'on se renferme dans Twitter, Internet, etc., on choisit toujours les gens qui pensent comme nous, enfin, qui pensent d'une manière plutôt que d'une autre, c'est pas nécessairement comme nous, et le discours qu'on tient, tout le monde le tient. Alors après, on va dire Trump est comme ça, Poutine est comme ça, Salvini est comme ça, mais en réalité, ce qu'on dit dans ces petits ghettos ne correspond pas vraiment à la réalité. Et après, ça arrive que souvent que les gens qui ont été portés comme idoles, ils sont considérés comme traîtres simplement parce qu'ils n'ont pas suivi les illusions de ce groupuscule qui sont fermés entre eux. Alors, déjà, la Ligue, l'euro et l'Europe. Important, la bataille de Salvini pour la sortie de l'euro a duré un an, de 2016 à 2017. Compte tenu de la façon dont cette ligne avait pénalisé Marine Le Pen à l'élection présidentielle, Salvini l'a brutalement abandonnée. Il faut dire aussi que cette campagne démagogique, j'ajoute, a été lancée par une Ligue qui était à son plus bas résultat historique, 4%, alors qu'elle était marginale et pouvait se permettre de dire n'importe quoi. Cependant, la Ligue est revenue pour gouverner les régions productives italiennes, pour représenter les industries, le tourisme, le commerce. Et là, si quelqu'un propose de quitter l'euro, il s'appelle directement une clinique psychiatrique. Les ghettos sociaux n'ont pas compris cela, car il y a encore 3 ou 4 représentants de la Ligue qui jouent les non-euros et les anti-allemands. Et comme d'habitude, les utilisateurs sociaux confondent ceux qui viennent pêcher dans leur environnement avec l'ensemble du mouvement qui, lui, n'est pas du tout sur ses positions. Il faut dire aussi que le souverainisme est suivi de près par les loges anglaises, loges qui veulent la faiblesse italienne et européenne, et donc soutiennent les lignes anti-euro. Le personnage principal du parti de la Cité et de la Bourse, proche de la Ligue, est Paolo Savona, qui fut l'un des architectes de la séparation entre la Banque d'Italie et le Trésor et l'un des porte-étendards de politisation. Sa tâche, de toute façon, ne pas de nous sortir de l'euro, mais de saboter la puissance économique européenne. La pieuvre britannique du souverainisme en soutien au dollar et à la livre n'est pas du tout dans la Ligue, elle opère à l'extérieur. Je fais le nom des agents britanniques qui travaillent contre l'euro, s'appellent Paragone, Giubilei et Fusaro. Au sein de la Ligue, le plus grand critique de l'euro et de l'Europe est Alberto Bagnai,
L'homme qui célèbre publiquement le bombardement de Dresde. À un niveau plus bas de la hiérarchie, il y a Borghi Rinaldi, dont l'impact dans la Ligue et sur l'électorat de la Ligue est insignifiant, mais qui sont imaginés par les ghettos sociaux comme les dirigeants de la Ligue. Mais la réalité est tout à fait une autre. Ça pour expliquer déjà pourquoi la Ligue, en appuyant Draghi, qu'elle ait fait bien ou mal, c'est une autre question, n'a pas été perçue du tout par l'électorat de la Ligue comme une trahison, au contraire. Alors, autre élément, Draghi et les Italiens. Draghi a obtenu 86% de voix au Sénat et 89% de voix au Parlement. Le consensus des Italiens pour Draghi est inférieur à celui exprimé vers les partis. C'est vrai, mais il est juste légèrement inférieur car il approche de 80%. Draghi est considéré en Italie comme l'homme qui a réussi à vaincre la ligne d'austérité de la Banque centrale et à aider l'économie italienne. Les Italiens qui continuent à être appelés eurosceptiques à l'étranger ne sont pas du tout eurosceptiques. Il est nécessaire de comprendre la mentalité italienne et l'expression comique de la politique. En Italie, par tradition, l'État est quelque chose d'étranger à la vie quotidienne. On les maudit en payant des impôts, mais on l'invoque pour l'aide économique et l'emploi. C'est comme si vous aviez affaire à un grand-père qui se considère riche et de qui vous espérez obtenir quelque chose, mais qui vous êtes très réticent à rester près de lui, surtout à vous faire voir en public. Donc, cette relation très particulière entre l'Italie et les autorités. Les chrétiens démocrates, il y avait une majorité interrompue pendant 50 ans. Mais rencontrer à l'époque quelqu'un qui prétendait voter pour la démocratie chrétienne était plus rare que de trouver un trèfle à 4 feuilles. Avec une mentalité syndicale, les Italiens ont tendance à critiquer celles qu'ils votent réellement. Mais parce qu'ils croient qu'en faisant cela, c'est-à-dire en vendant leur appui, leur soutien semblera décisif et qu'ils pourront exiger obtenir plus de leur seigneur. C'est ça le rapport de critique italien vis-à-vis des autorités. La relation avec l'Union européenne de la part des Italiens est exactement la même. C'est ce qu'on appelle un européanisme passif. Depuis que Mme Merkel a forcé les Européens à aider à restaurer l'économie italienne, les Italiens se font des illusions sur le fait qu'ils peuvent se remettre sur les épaules des autres et pensent que Draghi a l'autorité nécessaire pour que cela se produise à un coût limité. Considérant aussi à quel point les deux gouvernements présidés par Conte se sont révélés amateurs, le consensus pour Draghi n'est inférieur dans l'histoire italienne qu'à celui de Mussolini. Alors, expliquons encore une autre chose, parce que je viens de traiter un argumentaire, c'est-à-dire comme les Italiens se portent de façon apparemment très ambiguë, mais bien comprise en Italie par rapport aux autorités, au pouvoir et à la politique, c'est l'Italie et la comédie. Chaque peuple a ses comédies, et la démocratie est la comédie par excellence. Aucune comédie n'est sérieuse, mais les comédies sont différentes d'un pays à l'autre. En France, la tendance est la vantardise. En Italie, être cabotin. Le fanfaron doit respecter autant que possible le rôle qu'il joue. Les gens changent de rôle sans avoir de problème et jouent un autre rôle à la seconde. L'improbable unité italienne derrière Draghi est incompréhensible ailleurs. Salvini qui rencontre les dirigeants du Parti démocrate et qui s'apprête à gouverner avec eux. Salvini parlant avec le ministre de l'Intérieur qui a pris sa place contre lui et trace une ligne commune. Borghi, l'un des anti-héros, inventant que Draghi est un souverainiste, sont de singeries qui ne seraient possibles nulle part ailleurs dans le monde, mais qui en Italie sont très normales, comme le film de Sordi et Gazman l'enseigne. La Ligue et Draghi. On ne sait pas exactement ce que Draghi essaiera de faire, ni s'il réussira. J'espère pour ma part que cela échouera, pour une raison simple. Je crois qu'il faut maintenant la catastrophe la plus noire et la plus violente en Italie pour qu'il se produise un effet de choc qui puisse peut-être faire exister les vertus italiques chez quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, l'Italie est collectivement une immense bouffonnade. En tout cas, pour imaginer ce que Draghi tentera de faire, il faut abandonner tous les clichés en cours dans les ghettos sociaux. Draghi ne veut pas, comme on dit, liquider l'Italie pour un méchant patron allemand ou français et ne veut pas la mettre en faillite. Au contraire, il veut rationaliser les dépenses, contrôler les revenus et relancer la production. Ce qui n'est pas du tout contraire à la soi-disant grande réinitialisation de Davos ou Grand Reset, car si vous lisez leurs documents préliminaires sur ce que je fais, ils sont préoccupés pour la santé des entreprises productives. Pour la simple raison que quiconque se nourrit de sang des autres, quand les autres meurent, doit leur donner des transfusions robustes.
Draghi n'est pas encore au travail, mais certaines données s'éclaircissent. Le poids politique de la droite, en particulier Berlusconi, est très fort. Draghi veut s'élancer dans un bras de fer avec l'État profond parasite italien et le choix de Bruni et Tagonis, l'administration publique, le confirme. 3 ministères sont allés à la Ligue, dont 2 revêtent une importance stratégique et pour l'économie et pour l'électorat de ce parti. Il s'agit du ministère du Tourisme qui va à Massimo Garavaglia et du ministère du Développement économique qui va à Giancarlo Giorgetti qui a grandi au MSI, Mouvement social italien. Qu'elle gagne ou qu'elle perde, la Ligue a donc toutes les références pour bien jouer son jeu. Si ce match réussissait, la Ligue triompherait. Et si le jeu échoue, il ne se passerait pas grand-chose. Elle jouera ensuite un autre match. Le transformisme politique italien et la mentalité avec laquelle la comédie est vécue chez nous permettront tout autre nouveau supérieur. N'oublions pas que la Ligue a été à tour de rôle sécessionniste, autonomiste, souverainiste et européiste, et que, changeant de masque, elle est toujours restée en selle. Tout simplement parce qu'elle est l'expression d'un territoire productif et des classes sociales pénalisées par l'État profond et la bureaucratie. Par conséquent, elle risque peu ou rien dans ce nouvel investissement. Voilà ce que j'ai écrit pour expliquer la relation entre Draghi et la Ligue et pourquoi la Ligue soutient Draghi, etc. Et même pourquoi les Italiens soutiennent Draghi et pourquoi Draghi est si populaire que cela. Maintenant, il y a d'autres éléments qu'il faut peut-être traiter. D'abord, je dis, on ne sait pas exactement quelles sont les centrales que Draghi va appuyer. Quelque chose commence à se voir. Par exemple, en Italie, le parti anglais a toujours été très fort. Et aujourd'hui, dans l'équipe de Draghi, elle est beaucoup moins forte que d'habitude. Ensuite, contrairement à ce qu'on raconte, parce qu'on dit que c'est une direction européiste, tous les personnages les plus européistes ont été mis un petit peu à l'écart. Ils jouent la carte atlantiste. Ils jouent la carte atlantiste, mais il faut dire encore une chose, parce qu'il faut comprendre bien les choses, parce que l'atlantisme n'est pas la même chose dans chaque pays. L'atlantisme en Allemagne, c'est un élément pragmatique pour faire évoluer, dynamiser l'Allemagne, et c'est la même chose qui s'est passé au Japon, c'est-à-dire accompagner le grand maître pour devenir plus fort et s'éloigner un tout petit peu. C'est ce que ont fait les Allemands avec Napoléon, du reste. Donc, ils ont déjà ça dans leur tête. En France, l'atlantisme n'est pas... Enfin, c'est le parti de l'extérieur, parce que la France a toujours eu une vision, comment dirais-je, appelons-la gaullisme, a toujours eu une vision plutôt autonomiste. En Italie, il n'y a pas une vision nationale d'ensemble. Donc, être atlantiste ne signifie rien du tout. Donc, tout le monde est atlantiste en Italie. Il n'y a aucun parti en Italie qui ne soit pas atlantiste. Bon, je dis aucun, je vais de l'extrême droite à l'extrême gauche sans aucune exception. Alors, la question, la logique, c'est que probablement Draghi est en train de faire un jeu. Alors déjà, quel est le but de Draghi? Le but de Draghi, très probablement, est celui de devenir président de la République. Il a un certain âge, donc dans un an, il y aura les élections du président de la République. Son but, probablement, est celui d'arriver en 2022 avec de bons résultats et être élu président de la République. Donc, il va essayer de faire de feux d'artifice dans l'immédiat. Je crois qu'il joue un bon Italien, un bon transformiste et un bon comédien. Il joue la meilleure des cartes pour un jeu tacticien et pour un jeu individualiste. C'est-à-dire, la situation actuelle fait que l'Italie est quand même un pays très faible. Il est très faible pour sa faute, pour la faute des autres. Il est faible pour la faute de sa classe dirigeante, il est faible pour son peuple, il est faible pour sa mentalité. Donc, la situation dans les dernières années a changé beaucoup au niveau international. Non seulement grâce à la Chine, non seulement grâce à comment dirais-je, oui, enfin, mais
ça a changé beaucoup parce que les États-Unis regardent pratiquement que au Pacifique. Ça a changé parce que les joueurs ont un petit peu changé, les players ont un petit peu changé. Donc il y a différents jeux qui rentrent, qui changent. Dans l'Indo-Pacifique, par exemple, il y a des improvistes alliances entre les Allemands et les Japonais pour jouer fin, pour déjouer la politique de bloc pour le Pacifique imaginée par les États-Unis. Les Allemands ont quand même, en politique, il faut toujours faire le part des choses entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Donc les Allemands qui ont toujours un discours anti-russe, ils font quand même une politique très économique, et non seulement économique, diplomatique, très proche de Russes. Donc ils ont certaines choses, etc. Alors, les États-Unis qui se trouvent dans la mission impossible de rester le principal, le but des États-Unis est de rester la puissance principale. Donc, de contrer la Chine, bien sûr, mais en même temps, c'est toujours la logique des États-Unis, en même temps, en contrôlant les autres, en les mettant l'un contre l'autre. En plus, ils ne veulent plus payer les coûts de toute cette histoire. Donc, ils veulent que les autres s'engagent pour payer les coûts des alliances. Les alliances qui sont quand même beaucoup discutables parce qu'il y a tellement des éléments économiques, et géopolitiques et diplomatiques qui deviennent de plus en plus éloignés entre l'Union européenne, au moins l'Allemagne et la France, mais en ensemble l'Union européenne et les États-Unis comme ailleurs. Donc, l'idée que, surtout avec la nouvelle commission, avec la nouvelle administration, l'administration Biden, les États-Unis qui veulent jouer à nouveau les amicaux vis-à-vis de l'Europe, mais avec des mauvais résultats, parce que déjà dans la conférence de Munich, qui n'est pas de Munich parce que ça a été fait comme celle-ci que nous faisons, donc ça a été fait c'était une téléconférence, et a démontré qu'il y a plus d'éléments de contraste entre l'Union européenne et les États-Unis, donc c'est très difficile à faire. Comme l'Angleterre a quitté l'Union européenne, donc a arrêté d'être nuisible, et ça a déclenché un processus militaire et diplomatique et politique qui est quand même qui a commencé à courir en Europe. Et comme tout le monde a besoin de la troisième économie européenne qui est l'Italie, l'Allemagne, je veux dire, la Merkel a tout fait pour que l'Italie se sauve sur les épaules des autres, donc ce qui démontre que tout le monde en a besoin. En même temps, les Américains, je pense qu'ils ont besoin de la même situation, parce qu'ils disent si nous allons mettre les Italiens dans les pattes des Français et des Russes, on pourra utiliser les Italiens comme à la place des Anglais pour casser le noix à tout l'ensemble. Alors, les Allemands veulent les Italiens et les Français veulent les Italiens et les Américains veulent les Italiens pour des raisons différentes. Draghi choisit le patron, donc choisit les Américains pour aller faire quelque chose qu'on ne sait pas à quoi ça aboutira, parce qu'il faudra voir dans le futur. Il faut dire que Draghi est un personnage très, très particulier, parce qu'il a une énorme considération dans les milieux qui comptent. Il doit avoir évidemment des atouts particuliers, mais on n'a jamais su exactement donner une étiquette précise à Draghi, sauf des étiquettes complètement bêtes, du style l'homme de la BCE. C'est pas l'homme de la BCE, c'était l'homme qui a gouverné la BCE, ce qui est complètement différent. Draghi, c'est l'homme qui a sauvé l'euro de l'attaque anglaise. Et donc, on ne sait pas combien. Pourtant, il est quand même considéré dans certains milieux du Financial Times. Il a fait ceci qui n'était pas tellement sympathique aux Américains. Par contre, les Américains le soutiennent. En Allemagne, c'est l'homme qui a fait le bras de fer contre la Bundesbank et contre la politique, la politique d'austérité allemande. Pourtant, la Merkel l'a soutenu contre la Bundesbank. Donc, ce qui veut dire que
Évidemment, Draghi est quelqu'un qui a une espèce de capacité de médiation machiavélique. Alors, actuellement, on ne peut pas vraiment dire, à part le fait qu'il essaiera de faire le mieux possible dans le mois, dans l'année qui vient, pour ça, pour lui-même, et pour pouvoir être élu président de la République, on ne peut pas vraiment dire ce que, exactement vers quel but il va mener sa politique. Je pense que étant un but interne, c'est un but tactique. C'est pas un but stratégique, donc c'est-à-dire remettre l'Italie en selle et pouvoir la remettre dans le comité de grands en Europe. Et après, que ça sera joué par par une volonté européenne ou par une volonté américaine, ça sera à d'autres de le voir. Que Draghi est en train de faire les choses de cette manière est assez clair parce que j'ai des données, j'ai eu des échos de gens impliqués dans les derniers jours, dans les dernières heures même. Donc, il est en train d'éliminer tout le personnel qui compte dans le principal ministère pour mettre du personnel qui est soit lié au centre industriel économique. Donc, il ne va pas faire l'erreur de Berlusconi qui avait une grande envergure et une grande force, mais qui s'appuyait sur des politiciens qui étaient quand même des médiocres, des barcassés, des polichinelles, et donc il pouvait pas, il n'arrivait pas à appliquer ce que Berlusconi proposait. Lui, il va avoir des gens qui logiquement devraient appliquer ces consignes. Ce qui est fondamental, surtout, en tout cas bref terme, parce que ça durera une année s'il veut arriver après être président de la République. Et donc, pour qu'il se soit comme ça, il faut qu'en octobre, en novembre, il soit considéré comme presque comme le sauveur de la patrie. Donc, pour qu'il puisse faire ça, n'importe à quel prix, payé peut-être 2 ans après, 3 ans après, mais pour qu'il puisse faire ça, il a besoin de résultats assez rapides. Donc, il a besoin de gens qui s'en occupent. Ces positions sur l'économie sont quand même assez, sont les positions pour l'instant. Là, on peut pas dire, tout le monde dit la Lega a trahi, la Lega a trahi. Les positions de l'économie de Draghi sont la position, grosso modo, de la Ligue, exactement la même. Son programme est très près de celui-ci. En fait, le seul ministère qui n'a pas été commissionné du tout, et le ministère de Giorgetti, donc le type de la Lega qui vient de Messi, auquel Draghi a laissé toute la main libre pour toute son équipe. Ce qui veut dire qu'il y a quand même une entente d'ensemble pour aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce que ce sera demain. Voilà. Alors, ça, ce sont les considérations, parce que là, nous sommes en train de voir qu'est-ce qui se passe en Italie, qui est Draghi et pourquoi il est soutenu par la Ligue, pourquoi les gens sont tous, pratiquement tous pour lui. Ce sont les raisons que j'ai plus ou moins, comment dirais-je, résumé sans y mettre du mien, je veux dire, sont de choses vues le plus possible, d'une façon le plus possible objective. À ceci, il faut ajouter encore quelque chose, c'est-à-dire que pratiquement il y a encore il y a un comment dire, un double grand pari qui se trouve dans l'immédiat. Le premier, c'est de essayer de sauver la mise à niveau économique, au moins pendant quelques mois. Mais le deuxième, c'est de démontrer qu'il est capable où les autres ont échoué. C'est-à-dire, tout est misé sur la campagne de la vaccination. Alors, est-ce qu'il sera capable de mettre en marche une machine capable de faire des vaccinations massives et d'une façon cohérente et bien organisée ou pas? Il faut dire aussi que justement Giorgetti vient de lancer l'idée d'ouvrir laboratoire, enfin d'ouvrir de centres de production de vaccins en Italie.
Donc, ce qui pourrait être imaginé comme une vision, imprimée, en utilisant certains termes souverainistes, mais ce qui n'est le pas du tout, parce que ça ne s'agira pas d'un vaccin italien, ça s'agira d'un vaccin de multinational. Donc, mais simplement, à niveau de la réussite technique, du fait de pouvoir vacciner plus de monde et plus vite, ce serait une possibilité. Alors, nous allons voir qu'est-ce que ça va venir. Mais actuellement, ça, celui-ci est le cadre. Et il faut dire aussi une chose, c'est que vu les politiciens en œuvre pendant les derniers mois et pendant les dernières années, ça n'est pas étonnant que tout le monde pense que Draghi est beaucoup mieux qu'eux. Alors moi, je pense autre chose. Je pense, je suis très content que Draghi soit là et que la banque soit là, comment dirais-je, qu'il y a les rois soient nus. Parce que la vraie structure politique, parce qu'on dit par exemple, Draghi vient parce que c'est l'économie, la technocratie qui prend la place de la politique. Non, Draghi est un politicien, un vrai politicien. Les autres, c'est des bouffons. Donc, le fait qu'on voit nu la politique du capitalisme avancé, du capitalisme, de ce que vous voulez, dans ces structures, et qu'on sache exactement ce qu'il est, je trouve que c'est positif, comme je trouve que c'est positif le fait que l'idée des élections, de changement de droite, de gauche, telle plutôt que l'autre, soit complètement dépassée, soit considérée par tout le monde comme une bouffonnade. C'est peu, peut-être, mais c'est déjà quelque chose. Ceci étant dit, bon, je conclue et puis je vous laisse la parole pour les questions. Moi, je souhaite que Draghi ne réussisse pas, mais je le souhaite pour une raison tout à fait simple, parce que je pense que l'Italie a besoin de se casser vraiment bien la gueule pour qu'elle puisse revenir quelque chose de sérieux. Vous, les questions. Donc, quelle est la relation avec la Russie et la Chine? Bon, alors, avec la Russie et la Chine, les relations avec Draghi a été très ambiguës. Il a parlé contre, évidemment, tout le monde peut le faire, même l'Allemagne. Il a parlé contre l'autocratie russe, etc. Mais il a pratiquement laissé comprendre qu'il y a un double jeu à jouer avec la Russie et même avec la Chine. Il est bon, disons, pour l'instant, Draghi ne fait que répondre le discours qui est plus acceptable. Donc, la Chine est un enjeu, mais un enjeu avec lequel il faut se composer. Les Russes, ce sont intéressants, mais ils sont politiquement incorrects. Donc, voilà, ce genre de discours. Il a insisté beaucoup sur l'atlantisme, mais ce qui ne veut rien dire, parce qu'en Italie, tu n'as pas besoin de le dire. Donc, puisque tu n'as pas besoin de le dire, tu l'as dit, c'est que tu parles à quelqu'un d'autre. Et si tu parles à quelqu'un d'autre, c'est pour voir à qui. Parce que, par exemple, évidemment, il y a eu toute une guerre. Il y aura une guerre, évidemment, présidentielle française. Il y a eu une guerre dans l'intérieur de la CDU pour le remplacement de la Merkel. Et celui qui a gagné n'est pas vraiment un atlantiste, alors que l'atlantiste, Merz, a perdu. Donc, mais après, bon, il faut voir ce que signifie atlantiste, parce qu'il y a tellement de nuances. Alors, je pense que c'est un discours qu'il a fait pour, comment dire, pour tranquilliser les Américains. De toute façon, c'est pas fondamental parce que son envie d'aller sur le court terme. Donc, il espère d'être élu président de la République. Et après, ça sera à quelqu'un d'autre de voir quelle sera la ligne. Une fois que, admettons qu'ils réussissent, admettons que l'Italie rentre dans le club, que le club européen ne soit plus franco-allemand, mais franco-italo-allemand, donc l'Italie, quelque part, rattrape une partie le poids des Anglais, et ça sera à voir qui et comment. Par rapport au jeu de Grand Reset de Klaus Schwab, comment se positionne Draghi? Bon, je ne sais pas, je n'ai pas lu le Grand Reset de Schwab. Moi, j'ai lu le Grand Reset, j'ai lu le document de Davos. Et le Grand Reset de Davos, en fait, c'est du blablabla, hein, parce que
En fait, ils disent grosso modo, parce que là, je vois que tout le monde, bon, dans un certain milieu, on a la peur du grand reset, parce que tout le monde a craint que les choses se passent d'une manière qu'il considère quelque part presque fantascientifique. Mais en fait, le grand reset dont on parle, c'est déjà si tout ce que les craintes de gens qui craignent le grand reset, c'était vrai, eh ben, le grand reset a déjà eu lieu en 2001. Donc tous ces grands resets, je ne vois pas du tout. Alors, la seule, bien sûr, il y a certaines différences sur la digitalisation. Il y a certaines différences sur parce que le temps a passé, mais en fait, les documents qui précèdent Davos, ils posent justement la question. Et j'ai remarqué qu'ils se disent qu'on ne peut pas casser complètement les petites et moyennes entreprises, qu'il faut leur apprendre à faire un système. Alors, je ne sais pas ce qu'ils entendent là-dessus. Et que, en même temps, par exemple, qu'on ne peut pas imaginer de faire disparaître la value, chose que je trouve absolument logique, puisque la grande partie du système, se fonde, par exemple, sur le trafic de drogue. Donc, ce serait le système même qui s'effondre. Donc, il faut faire convivre la crypto-monnaie avec la value, etc. Et Draghi, sur ceci, il a été clair. Il a été clair sur le fait qu'il y a besoin de la value, qu'il faut même. Et il a dit que ce n'est pas la dette, mais la croissance qui permettent de s'enrichir. Il a une vision très keynesienne, grosso modo, sur la value. Donc, voilà, ces positions comme ça. Après, les grands recettes, moi, quand il s'est vu d'une façon. Alors, je regarde toujours derrière les coulisses, parce que je pense que tout est quelque part hiérarchisé et qu'il est même métaphysiquement hiérarchisé. Mais après, les complotistes, ils ont toujours des visions tellement grotesques sur les choses que ça m'étonne un peu, parce que par exemple, l'idée que la Covid a été créée, ou qu'on a inventé que la Covid existe, pour pouvoir nous vacciner, par le vaccin, pouvoir nous contrôler quelque part, c'est absolument ridicule, parce qu'ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin, il suffit de mettre quelque chose dans l'air ou dans l'eau potable. Et puis en plus, la plupart des craintes que les gens ont par rapport aux grandes recettes, ben, sont quand même, je répète, ils craignent des choses desquelles ils ne sont pas encore aperçus, qui sont vérifiées depuis longtemps. Donc, je pense que ce qu'on appelle le grand reset, ce soit plutôt quelque chose, on dirait, c'est le reset mental, c'est-à-dire il faut mettre la population en mesure de rentrer dans cette époque dans laquelle elle vit depuis 20 ans, au moins, mais qu'elle n'a pas compris. Donc, ils sont en train de mettre notre tête dans la réalité dans laquelle nous vivons depuis longtemps, mais de façon animale. Je pense que c'est plutôt ça. Quid de l'avenir de PMI, petite moyenne introduction en Italie, Draghi va-t-il le sauver, au contraire le guider pour profit multinationales? Je voulais que le faire, mais pas tout. Okay. Oui, non, alors, je ne suis pas dans la tête de Draghi, mais il dit qu'il faut différencier, évidemment, entre celles qui ont une potentiel réel et un avenir, et celles qui ne l'ont pas, mais il prétend de le sauver. Je pense que dans les francs-maçons, je pense qu'il est beaucoup plus haut que franc-maçon. Je pense que franc-maçon, ça l'a été quand il était au lycée. Je pense que ça va beaucoup plus haut. Donc, officiellement, il n'y a plus au Parlement que le fait dire l'opposition, il joue au jeu. Non, je ne suis pas d'accord qu'il y a que le fait dire l'opposition. Alors, Fratelli d'Italia est à l'opposition, mais une opposition formelle et très, comment dire, et très conditionné. C'est-à-dire, il soutient d'être à l'opposition simplement parce qu'il y a des ministres de gauche en gouvernement. Autrement, et qu'ils disent qu'ils vont soutenir, ils vont voter oui ou non selon les lois qui sont proposées.
je crois que Fratelli d'Italia ne pouvait ne pas être à l'opposition aussi pour des raisons tactiques. Ce n'est pas une question idéologique ou quoi que ce soit. Tout d'abord parce que c'est un parti qui n'a aucun notable. Donc il ne pouvait pas placer des techniciens quelque part. Et, et s'il est rentré là-dedans avec un ministre, parce que ça n'aurait pas eu plus qu'un ministre, probablement un ministre marginal, et le parti serait été confus dans les néants. Alors, il va jouer dans le deux plateaux. Si Draghi aussi, ils vont quand même trouver la façon pour l'appuyer et garder l'électorat du fonds de commerce. S'ils ne réussissent pas, ils vont essayer de récupérer grignoter quelque chose à Salvini. Mais il reste quand même allié de Salvini, il reste quand même allié de Berlusconi dans toute l'administration. Et de l'autre côté, il y a, pour moi, c'est un coup de maître de Berlusconi parce que au Parlement, il y a eu une scission un peu plus forte que prévu de 5 étoiles. Et s'ils vont faire un groupe, ils vont piquer la plus bonne partie des commissions parlementaires à Fratelli d'Italia, donc qui prendra un peu moins de ce qui s'attendait. Ils vont permettre, cause le poids a changé à l'intérieur du gouvernement, donc la droite devient principale, donc ils vont permettre plus de sous-secrétaires à la droite. Et puis en plus, je veux dire on parle toujours de centrale, alors qu'à l'intérieur de ce grand gouvernement, les centrales, ils y sont toutes. Je pense que en réserve, les Américains jouent le Fratelli d'Italia et les Anglais jouent la scission de 5 étoiles. Mais ça, c'est mon avis, ça peut être trompeur. Entre-temps, il faut dire que le gouvernement a déjà été bien baptisé dans les sons. Parce que le jour le premier jour, pratiquement, du gouvernement qui était lundi, il y a eu l'histoire bizarre du meurtre d'un ambassadeur italien au Congo avec son officier et le conducteur. C'est une histoire bizarre dont on n'arrive pas à comprendre. Selon Al Jazeera, il s'agit du fait ami. En fait, c'est un truc très particulier. Et le jour après, c'est-à-dire hier, il y a eu le suicide de la personne à laquelle avait été confié le contrôle des infrastructures. Et donc, l'infrastructure, c'est encore une chose importante. Les infrastructures en Italie sont quelque chose qui, en Italie, il y a plusieurs pouvoirs qui se partagent de choses. Il y a des pouvoirs officiellement criminels et des pouvoirs officiellement non criminels, qui sont toujours les mêmes, mais bon, ça change de la masse. Comment dirais-je, et en fait, la bande criminelle la plus importante en Italie est l'Andrangheta calabraise, même si le type qui s'est suicidé est calabré aussi, mais il a toujours tenu dernièrement toutes les importances dans l'infrastructure. Et donc, carrément, le nouvel gouvernement a changé la tête, et comme par hasard, le type s'est suicidé hier, donc on va voir. Pourquoi les Américains jouent Fratelli d'Italia? Bon, les Américains jouent tout le monde, hein, c'est pas ça. Mais on garde toujours un truc. Bon, la Meloni, ça fait quelque temps qu'il joue beaucoup la tendance à l'ouverture aux États-Unis, et elle a fait même le geste de s'inscrire à l'Aspen Institute. Donc c'est un message qui a été donné. Mais l'Italie, il faut comprendre que l'Italie, c'est un pays dans lequel la politique, comme je disais, est une comédie, était d'une carrière. Donc, elle pose sa candidature pour devenir Premier ministre un jour. Mais donc, je crois que le parti américain c'est pas que la tienne, bon, la considère comme réserve pour des éventuelles batailles à niveau gouvernemental. C'est mon avis. Mais il ne faut pas, c'est important, il ne faut pas justement imaginer, quand on parle de la politique en général,
mais surtout en Italie, il ne faut pas imaginer les choses comme si c'était sérieux. Euh, personne en Italie, personne ne prend la politique au sérieux en Italie, ni prend la parole donnée au sérieux en politique en Italie. Hein. Donc c'est un petit peu la comédie, le jeu de rôle. Après, dans tous ces jeux de rôle qui changent tout le temps, il y a le vécu quotidien. Dans le vécu quotidien, il y a les tribus urbains, il y a les différences anthropologiques, etc. Donc, par exemple, dans Fadelida, il y a la plupart de gens. Fadelida, il y a la plupart de. Pas que ça, hein, parce qu'ils sont quand même minoritaires. La plupart des cadres intéressants sont dans Fadelida, alors que dans la Lega, il y a la plupart de gens absolument décomplexés. Donc, ce sont des trucs importants sur lesquels auxquels il faut réfléchir et sur lesquels il faut quand même avoir des relations particulières. Mais il ne faut pas imaginer, il ne faut pas suivre quelqu'un, ni penser ce qu'il dit est décisif. Parce qu'en Italie, comme j'ai déjà eu à dire une chose, pour démontrer qu'on n'a pas changé de chemise, il faut garder sa parole 3 heures. Mais la chemise est toujours donnée par la chemise qui est plus utile à mettre en ce moment-là. La politique en Italie, depuis 76 ans, sauf des cas, dans deux cas, a été sérieuse et s'est terminée tragiquement. Mais la politique qui ne se termine pas tragiquement, c'est vraiment de la surface, de la bouffonnade. Ce qui compte, c'est de grimper, prendre une place ici, prendre une administration là, placer son frère, placer sa mère, son copain, sa maîtresse, l'amant de sa maîtresse, la maîtresse et l'amant de sa maîtresse, parce qu'on fait un peu comme ça. Et après, avec l'étiquette qu'on veut. Où en est l'Italie en matière de vagues migratoires? C'est une belle question, tout le monde se la demande. Parce que les données sont contradictoires. Alors, il faut dire une chose importante. L'Italie a vraiment la primauté dans le business de l'immigration. Parce que pour chaque organisation qui s'occupe d'un immigré, reçoit pour chaque journée reçoit une aide, reçoit de l'argent public qui est le double de ce qu'on reçoit en Allemagne, alors que la vie en Allemagne est un peu plus chère normalement qu'en Italie. Et en Italie, on a créé vraiment la machine de la migration. J'ai eu l'occasion de rencontrer par hasard dans un restaurant, pour vous dire, je vous raconte 2-3 anecdotes. J'ai rencontré dans un restaurant un personnage, on s'est mis à parler, il ne me connaissait pas, moi je ne le connaissais pas. En fait, c'était un carabinier qui avait été blessé dans une fusillade. Donc, il était, comment dirais-je, oui, il marchait très mal. Alors, il m'a expliqué qu'il avait été mis au service à terre, donc c'était aux écoutes. Alors, aux écoutes, on imagine qu'il est là pour écouter ce que, j'en sais pas, les gens d'Andrangheta disent, etc. Non, non. Les écoutes, c'était qu'il devait écouter ce que les gens qui venaient les appels des organisations de migrants et donner les routes, pratiquement les aider à venir en Italie. Donc il était complètement choqué par l'histoire. J'ai connu un marin italien qui m'expliquait qu'ils avaient l'ordre non seulement de les conduire, mais qu'ils devaient aller désarmés et que dans les cas où il y avait une émeute ou quoi que ce soit, ils devaient se faire frapper. Ils ne devaient même pas opposer la résistance dans ce genre de truc. Il y a eu une histoire à Rome il y a quelques années, on l'appelait Mafia Capitale, enfin la mafia n'était pas du tout, c'est pas grave. Et ça passait à la télé pendant quelques jours. Après, ils l'ont enlevé parce que ça faisait quand même un petit peu excessif. Il y avait le carabinier qui était en train de filmer donc, et d'enregistrer de gens qui faisaient plein de magouilles dans un café.
Et le personnage, à un certain moment, a dit on fait beaucoup plus d'argent avec le migrant qu'avec le trafic de drogue. Donc l'Italie, c'est un truc, la machine disons, à fric sur l'immigration est énorme. Et il ne faut pas oublier qu'il y a toute toute toutes les structures de la gauche qui se sont créées dans les années 70 à niveau associatif qui sont fondamentales, plus toutes les associations cléricales. Donc tout ça, ça mène, c'est pire qu'un drangheta là-dessus. Alors, effectivement, le problème, c'est que ça merde un peu tout le monde. Donc, vous avez eu toute l'histoire de génération identitaire se mettait à la frontière italienne, parce que l'Italie, enfin, même la France, a un peu marre de tous les gens qui venaient de l'Italie. Et donc, l'idée de freiner la vague, je pense qu'elle est dans la tête, quelque part, moins de calmer la vague, je pense que c'est dans la tête de Draghi. Maintenant, va-t-il réussir ou pas, j'en sais rien. Mais je pense qu'il va calmer la vague parce que c'est plutôt utile pour son image, pour les relations internationales, que le gouvernement Draghi ait moins d'immigrés que le gouvernement Conte. Après, on verra, hein, parce que ce sont des hypothèses, toutes les hypothèses. Il faut aussi dire que les vagues migratoires, il y a aussi un peu moins parce qu'il y a moins de travail. Bon, de toute façon, je voulais simplement, je sais pas, c'est comme conclusion, mais pour tirer déjà de conclusion, alors, on ne peut pas dire que le gouvernement Draghi, contrairement à ce qu'il raconte, est un gouvernement européiste ou de l'Europe, parce qu'on ne le sait pas. On ne peut pas dire que le gouvernement Draghi est un gouvernement de la grande initiation, parce qu'on ne le sait pas. Et on ne peut pas dire que le gouvernement Draghi est un gouvernement des banques. Enfin, on peut le dire, mais ça ne veut rien dire non plus, parce que ça dépend quelle banque et quelle ligne politique, quelle ligne économique des banques. Donc ça, on le va voir bientôt. Ce qu'on est sûr, c'est que le gouvernement Draghi est un gouvernement qui mène l'Italie de façon mentale dans la pré-démocratie. Et ça, je trouve positif, à l'absolu. Parce qu'il vaut mieux voir le roi nu qu'il habillé suffragette. Après, bon, il est probable qu'il y aura beaucoup de monde qui ne vivra plus que de ce qu'on appelle le reddito cittadinanza, de citoyenneté. Donc, je veux dire, ceux qui ont perdu le travail et qui ne le retrouveront pas. Alors, sauf Draghi parle d'une renaissance, d'une croissance économique, etc., à relancer, mais bon, le moyen pour relancer l'économie, il y en a pas mal, mais ça m'étonnerait que ça puisse être vraiment appliqué, parce qu'il faut demain tellement libre et des appuis internationaux tellement forts que je ne crois pas que ce sera faisable. On va voir bon, quand Draghi rencontrera Biden, à quel niveau ce sera l'amitié officielle et l'amitié réelle. On verra la différence. On va peut-être ouvrir les nuances. Je crois, entre autres choses, que de toute manière, que je crois, je me trompe peut-être, mais que Draghi sera plutôt disposé à coopérer avec les Allemands qu'avec les Français. Mais ça, comme tout le reste, est vérifié. Ce sont des petits éléments qui laissent penser ça, mais bon. Merci Eric.
Bon, si, s'il n'y a plus de questions dans les 5 minutes qui viennent, on quitte nous aussi. C'est pas la peine de. Non. Non, je ne sais pas si c'est une fonction anti-française, mais je pense que Draghi a beaucoup plus comme mentalité et tout le reste. Je pense qu'il est plus dans la logique allemande. Je le vois pas tellement bien. Y a-t-il encore intérêt à collaborer avec la France à ce moment? Ben oui, 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 énormément. Surtout pour ce qui concerne l'Afrique. Il y a plus d'intérêt à collaborer avec la France qu'à l'Allemagne sur certains éléments. Ce qui concerne l'Afrique, par exemple, ou ce qui concerne l'immigration, euh, ben, son passage à l'ABC, ben, son passage à l'ABC, alors il est considéré, il est connu comme l'homme qui a, bon, d'un côté, c'est l'homme qui a obligé Berlusconi à foutre les camps, mais il faut aussi dire que c'est Berlusconi qui le tient à paume de main, donc c'est une histoire un peu compliquée. L'ABC, ce qu'on dit de l'ABC, enfin, je répète ce que qui est dans la bouche de tout le monde, dans de tous les politiciens, les économistes, les industriels italiens, hein, que ce soit vrai ou faux, je m'en fous. Il est considéré comme l'homme qui a sauvé le pays, qui a permis, en changeant le donne de la BCE, les relations avec la Bundesbank, de financer l'Italie pendant la période de la crise, qui a sorti, bon, de laquelle est accusé par les autres, qui a fait de grandes préférences vis-à-vis de l'Italie pour la sortie de la crise. Et en plus, c'est l'homme qui a sauvé l'euro par l'attaque des Anglais et en 2010, 2012, je ne sais plus. Et donc, bon, ça les gens s'en foutent. Hein. Pour moi, c'est la chose la plus importante. Et les gens soutiennent, mais après, c'est à voir pourquoi il a fait. Les gens soutiennent plutôt pour le fait qu'il a permis à l'Italie de respirer, parce qu'il y a une logique, comme je disais auparavant, l'Italien considère l'État exactement comme l'autorité, n'importe laquelle, de la manière dont je dis, on en parle très mal, on essaie de ne pas payer les impôts, puis on les paye, et on essaie de le traiter le plus possible. Donc, on s'en fout d'où vient l'argent, mais si je peux vivre avec de l'argent public, je m'en fous. Qui a mis l'argent, c'est bien que ce soit comme ça. Donc, les Italiens, en moyenne, ils espèrent qu'ils puissent relancer leur économie avec l'argent des autres pays européens. Et donc, ils pensent, ben, je ne peux pas élaborer le sauvetage face à l'offensive anglaise. C'est l'histoire dans laquelle il avait dit whatever it takes. Il a fait tout un ensemble de décisions importantes en économie très décisive et très décisionniste pour empêcher que l'euro s'écroule. C'était une attaque qui venait de la City. Donc c'est pour ça, je répète, même s'il a de bonnes relations à Financial Times, il en parle très bien, mais dans son équipe, il n'y a pratiquement personne qui est du parti anglais, ce qui est quand même une primauté en Italie. Mais bon, ce sont exclusivement des données. Comme je le disais auparavant, l'Italie, rien n'est en nom. Il peut de près-demain être l'homme de la City. Il est quelle heure? Il est 22h. Bon, il est demain, parce qu'il faut 3 heures. Un compte pouvoir Lagarde, non. Non, 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 non. Non, non. Lagarde considère Draghi comme son maître. Donc, effectivement, je ne pensais pas, donc, je n'avais pas pensé à Lagarde, donc ça ne ira pas non plus de Français. Il va jouer sur les 3 tableaux, France, Allemagne, États-Unis. La Lagarde est vraiment étonnant comme elle se porte vis-à-vis de Draghi. Je pense que si elle avait été légèrement plus jolie,
Elle serait sa maîtresse. Bon, ceci dit, le gouvernement n'a encore rien fait, hein, parce qu'il vient, grosso modo, il a été nommé il y a une semaine, même pas. Alors, une pièce de plus sur l'échiquier pour se débarrasser des monnaies papier. Mais justement, c'est pas ce qu'il dit Draghi. Draghi dit le contraire. Draghi dit qu'on ne peut pas se débarrasser des monnaies papier. Alors, après, on verra bien. Mais moi, je ne pense pas qu'on puisse se débarrasser des monnaies papier. Comme je disais au départ, la plupart de l'économie se fonde sur beaucoup de choses qu'on ne peut pas avouer, entre autres le trafic de drogue. Et les monnaies papier, quand même, fondamental. Je ne vais pas laisser tellement de traces dans tous ces passages. Alors, non, pas de scoop à venir, c'est tout neuf. C'est tout neuf, donc c'est à voir, c'est à découvrir. Moi, je pense que c'est de toute manière, Draghi n'a rien à voir, rien, je ne peux pas. Mais ce n'est pas du tout ce que les gens de nos milliers pensent. Ce qui ne veut pas dire que ce soit mieux. Attention. Ce qui veut dire que c'est différent. Parce que il y a toute une idée généralisée que ces gens-là veulent nous tuer tous parce qu'ils nous détestent, etc. Alors, on confond beaucoup de choses. Il y a des éléments. Alors, on confond le métaphysique, on confond les haines des certains peuples vis-à-vis d'autres, et on confond après les gestions politiques. Alors évidemment, on parle de gestion d'une économie techno-financière, mais l'économie techno-financière, évidemment, elle dommage l'économie réelle, mais elle se pose la question elle-même de comment la faire marcher, parce que, comme je disais auparavant, si tu es un vampire qui tous les jours doit sucer un petit peu de sang, tu peux faire avoir des gens gras et des gens maigres. Donc, je ne crois pas que Draghi soit là pour rendre encore plus pauvres les pays. Je pense qu'il soit là pour essayer de les rendre moins pauvres. Ce qui ne veut pas dire qu'ils réussissent, ce qui ne veut pas dire que je le souhaite, mais c'est pas. Il a un point de vue sur l'euro numérique. Il y a forcément un point de vue. Moi, je ne le connais pas, mais franchement, je pense qu'il est assez favorable. Mais l'euro numérique est absolument incontournable. Je veux dire, personne ne peut imaginer, sauf si on change de système, c'est pas la question. Si on ne change pas de système, on ne peut pas ne pas imaginer l'euro numérique, parce que l'alternative à l'euro numérique, c'est le dollar numérique. Simplement, la question, c'est que d'un côté, nous avons les inconditionnels du numérique, qui disent justement que la monnaie, il faut la faire disparaître, et blablabla. De l'autre côté, tu as les gens qui on perd complètement de la crypto-monnaie. Et puis, tu as les gens qui doivent manier les choses, donc qui essaient de faire le point des choses, de les gérer, et qui se disent qu'on a besoin de deux, et avec une logique d'interconnexion. Draghi fait partie de ces gens-là. Après, comment, pourquoi, etc. Bon, je ne sais pas, et même si je savais, je ne serais pas en mesure de pouvoir le comprendre, parce que ça m'échapperait un peu. Non, je ne pense pas que nous irons vers une monnaie tout numérique. Franchement, je ne la vois pas. Alors, tout est possible, mais ça serait quand même. Alors, soit on considère qu'il y a quelqu'un qui a décidé qu'il faut vraiment. Alors, soit on rentre dans la vision qu'on appelle paranoïaque, et quelque part l'est, dans le sens qu'on croit que vraiment quelqu'un a décidé d'éliminer le trois quarts de l'humanité, de créer une société avec quelques aristocrates et la plupart d'esclaves.
Mais bon, qui serait quand même paranoïaque en soi, non seulement de la part de nous qui pouvons penser un truc comme ça, mais même de gens qui peuvent le concevoir, parce qu'après, il faut la renourrir. Elle a besoin de vivre, donc il ne vivra pas longtemps de cette manière. Soit il faut imaginer que, comme d'habitude, il y a toujours deux pôles qui plus ou moins opposés dans toutes les choses, mais la thèse, antithèse, il y a toujours la synthèse. Je ne pense pas qu'on ira vers une monnaie tout numérique. Après, je peux me tromper, mais bon. Au revoir Georges, merci. Envoie-moi un article de que tu peux. Oui, exact. L'agent de drogue est fondamental parce que. Ce que je vous dis, j'avais lu ça dans le monde diplomatique en 92. Après, j'ai rencontré en prison un de grands trafiquants de drogue de Colombie. Il m'a confirmé tout ce qui était dans le monde diplomatique. Et donc, en 92, donc on parle d'il y a 30 ans, et encore, je pense que ça a bien évolué. Il disait que on ne pouvait pas évidemment mettre, on ne pouvait pas évidemment évaluer exactement les volumes d'argent produit par le trafic de drogue, mais à l'époque, selon les experts, il fallait ajouter, mettre ensemble le PIB français, les PIB allemands, mis ensemble, multiplié par 2,5 pour voir ce qui sortissait du trafic de drogue. Je pense que c'était encore plus que cela. Et là, on ne peut pas s'en passer. Alors, on peut dire peut-être qu'ils veulent garder la monnaie dans toute la filière terramondiste et l'éliminer ici ou nous rendre seulement des consommateurs. Ça, c'est une hypothèse. Ce qui serait risqué, mais c'est une hypothèse. Nous rendre que des consommateurs, mais ce qui veut dire aussi, ça rendrait la chose presque irréversible. Alors, puisque quand même il y a beaucoup de ressources. Alors, c'est vrai qu'il y a les Indiens qui commencent, les Chinois et tout le reste, quand même, mentalement, commencent à être très efficaces. Je vois ici, il y a tellement de ressources, de vivacité, d'intelligence, qui sont privés, même pour le pouvoir le plus capitaliste et sataniste du monde, c'est quand même stupide. Oh, il n'y a aucun positionnement, Draghi, sur la gestion de la crise Covid. Il dit simplement qu'il faut faire vite. Mais je veux dire, attention, parce que encore une fois, je dis il faut sortir des ghettos sociaux. Il n'y a personne qui a une vision différente des autres sur la gestion de la crise covidienne. Les différences entre la droite ou la gauche, grosso modo, pour dire, ce sont s'il faut fermer plus ou moins par rapport à la production, mais il n'y a personne il n'y a aucun parti, aucun groupe politique, aucun personnage qui met en discussion le fondamental de la politique covidienne. Nulle part. Oui, il y a eu Trump un tout privé, mais c'est tout. C'est les États-Unis, ce qui est complètement différent. Il n'y a rien. Donc, je veux dire, c'est nous qui. Nous créons des fantasmes du monde qui ne sont pas dans le monde. Le passeport vaccinal, personne n'en a parlé. En fait, le passeport vaccinal, d'après moi, c'est une autre histoire un peu bizarre. Parce que, pour commencer, en Italie, il y a 12 vaccins obligatoires. Donc, tu as déjà le passeport vaccinal, si tu veux. Alors, l'idée de faire le passeport vaccinal par rapport à la Covid, je crois que c'est pour pouvoir faire un truc pareil, il ne faudrait pas avoir un vaccin qui dure 6 mois. C'est-à-dire, si tu fais un vaccin comme l'anti-choléra qui dure toute la vie, tu peux faire le passeport vaccinal. Mais tu as déjà un problème pour vacciner les gens. Et puisque une personne, si je me vaccine aujourd'hui, qui est le 24 février,
Je dois me revacciner le 24 mars. À partir du 24 mars, je suis sain pendant 5 mois. Donc, les 24 juillet, je crois, non, 24 août, je dois à nouveau me vacciner. Gilbert le fera dans un mois. Toi, tu le feras en 2 mois, etc. Qui va mettre le vaccin pour avoir un vaccin? C'est problématique, c'est presque absurde. Donc, le passeport, le vaccin, le passeport. Pour avoir un passeport vaccinal, il faut un vaccin qui, au moins, qui soit valable pendant quelques années. Alors, probablement, ce qu'on appelle passeport vaccinal, c'est comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu dois apporter la preuve d'avoir passé un test avant de passer la frontière. Probablement, tu dois apporter ça ou la preuve que tu es vacciné. Mais c'est pas, le passeport vaccinal, ce n'est pas envisageable avec les vaccins d'aujourd'hui. Et encore, sur le passeport vaccinal, on a fait un bordel énorme parce que c'est un ministre grec qui a proposé ceci à la van der Leyen, que déjà n'est pas un aigle, et qui en plus n'a pas une grande importance, je veux dire, c'est une porte-parole, elle n'a aucune importance, et lui, il a demandé si on pouvait mettre le vaccin obligatoire pour voyager entre les pays européens. La van der Leyen a répondu exactement que il faut trouver une solution. Celle-ci pourrait être une des solutions, mais c'est très difficile à imaginer à cause de différentes logiques et constitutions des pays. C'est devenu par tout le monde, pour ceux qui sont pour ceux qui sont contre, la Commission européenne est pour le passeport vaccinal, alors qu'ils n'ont jamais dit ça. Parce que simplement, je crois que c'est pas telles qu'elles sont les données aujourd'hui, ce n'est pas la fin de ça. Oui, Israël l'a fait, et c'est même pas. Israël, ça ne veut rien dire. Israël, c'est le même nombre d'habitants de la Lombardie. Il n'a pas le même nombre d'habitants de l'Union européenne. Et puis en plus, c'est un pays quand même assez raciste et militarisé. C'est pas. Et bon, tu as la date du vaccin, donc tu dois changer de passeport tout le temps. Il s'agit d'une carte papier, indiquant la carte du vaccin. Alors, donc, on revient à un truc, là, apparemment, tu dois démontrer, toi, probablement, tu dois apporter le fait de la démonstration que tu es vacciné, ou alors que tu as passé un test. Mais nous y sommes déjà. Pourtant, le fait qu'Israël a vraiment vacciné toute la population, si c'est le cas, ça laisse penser que les Israéliens sont convaincus que ça fonctionne. Parce que c'était les Français, les Italiens ou quelqu'un d'autre qui l'avait fait. Mais bon, ça laisse penser. Bon, peut-être, je ne sais pas. Enfin, je répète, je ne change pas beaucoup avec les 12 vaccins que nous avons déjà. Hein. Disons peut-être un autre vaccin, oui, peut-être. Bon, franchement, je ne sais pas, je n'ai pas les données pour pouvoir m'exprimer là-dessus. Voilà, c'est bien ambigu, mais je vais dire un truc. N'oubliez pas que je vois mal la possibilité de mettre en route un passeport vaccinal. Entre-temps, tout ce que tu me mets là-dessus, grosso modo, les 85% ils l'ont déjà. Hein. Donc il ne faut pas trop rêver là. Oui, non, ce n'est pas d'une paire de poussage, nous ne le sommes pas que par le téléphone, nous le sommes partout, hein, même par la carte bleue. Et non seulement parce que quand tu l'utilises, tu l'es partout, 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 partout. Mais ce n'est pas la question du puçage. Alors, l'idée, c'est que,
qui était dit que ce genre de vaccin pourrait nous changer le DNA, à nous mettre, ce qui n'est pas vrai, ce serait l'RNA, bon, ça, en nous mettant dedans des éléments pour lesquels on pourrait même non seulement nous contrôler, mais nous changer à distance. Moi, je ne crois pas, mais bon, et surtout, je pense qu'ils n'ont pas besoin de ça pour le faire, et surtout que s'ils le font, ils risquent d'avoir des gens un peu plus réveillés que nous le sommes. Je vois difficilement, je ne vois pas tout cet effort pour réduire une humanité d'esclaves en esclaves. Il n'y a pas besoin. Bonsoir, Pierre. Il y a l'autre côté, évidemment. Il y a l'autre côté, c'est qu'il y a toujours les inconditionnels de tout. Évidemment, puisque le contrôle est de plus en plus facile, il y a les inconditionnels du contrôle qui veulent plus de contrôle. Donc, ils veulent essayer de mener le contrôle jusqu'à. Donc, mais c'est une question de. Je pense que c'est habituel dans l'histoire du monde. Hein. Après, il y aura un point de mesure entre les excités et les moins excités. Le contrôle social comme en Chine, je ne le vois pas si facile que cela, entre tout. Parce que le Chinois a une vision du monde depuis des milliers d'années qui va dans ce sens-là. Et surtout, je répète, ils n'en ont pas besoin. Mais ils n'ont pas besoin. Ils font de nous tout ce qu'ils veulent. Alors, plutôt, je vois, au contraire, qu'ils appliquent ce qu'Éric Werner avait bien expliqué dans la pro-démocratie et dans l'avant-guerre civile, c'est-à-dire tous les moyens pour garder bien les foules. Donc, ils s'appliquent pour des raisons, comment dire, gestionnaires, mais ils n'ont pas besoin du contrôle social. De quoi parle-t-on ils ont peur de qui, de quoi? La seule peur la grande force du système est l'illusion, l'hypnose. Et le grand ennemi de l'hypnose est la conscience. Donc, ils ont besoin plutôt de nous faire rentrer dans toutes ces logiques, y compris dans cette logique sur le fait qu'ils veulent nous contrôler, etc., pour que nous contrôlions tout seuls. Je veux dire, pour moi, il faut être beaucoup plus ironique et détaché. Ils ont pas, parce que tout ce que nous craignons, en fait, il est déjà là. Ils n'ont pas besoin de quoi que ce soit pour le faire. Puis je sais pas, en plus, ça devient un peu flou. J'ai toujours dit, le pire ennemi, c'est toi, c'est moi. Donc le problème est là-dedans. Il faut revenir à une centralité grecque, romaine, européenne, allemande, germanique, scandinave, tout ce que vous voulez. Gilbert Biel. La question, ne pas comment la toile d'araignée que nous avons devant nous se forme, mais c'est comme nous réagissons par rapport à la toile d'araignée. Il y a un vieux film, maintenant il a 50 ans, 49 ans, oui. Il s'appelle Zardoz, il y avait Sean Connery. Et le film, c'est un film qui a beaucoup daté aujourd'hui, beaucoup vieilli. C'est un film, voilà, Zardoz, c'est un film qui, grosso modo, raconte une histoire. On est dans un monde dans lequel les savants ont vécu la mort et ils vivent dans une planète artificielle, tout jolie, toute belle, etc. Et les gens sont esclaves et on leur empêche comment dirais-je, on leur empêche de se reproduire excessivement, mais certes simplement pour que la planète vive. Il y a des gardiens qui doivent ramasser, mettre dans un navire tous les éléments, les aliments avec lesquels ils vivent. On avait un Sean Connery qui est un gardien qui vont rentrer dans cette histoire pour essayer de voir
qu'est-ce qui se passe là-dedans. Donc il arrive, un homme brut, si vous voulez, mais pas tellement, en fait c'est quelque chose, c'est une espèce de sauvage, une chien, et qui se trouve à mettre, rentre dans cette, dans cette nouvelle planète et qui voit en face tous ces savants qui en fait sont très savants, mais ils valent rien. Et en fait, ils risquent de mettre en faillite tout leur mode de vie, ce qui se vérifiera. Et à un certain moment, il y a une espèce de sacerdoce qui est un magicien, qui est un hypnote, qui, qui arrive, vous le bloquer, et il l'emprisonne mentalement dans un prisme de cristal. Et dans ce prisme de cristal, où qu'il voit Sean Connery, voit lui-même avec des images différentes, etc. Et l'autre lui dit, voilà, qu'est-ce que tu vois maintenant? Il répond, moi, je ne vois absolument rien. Et le cristal s'écroule, lui, il est libre, et l'autre se fondre. En fait, c'est ça. Le vrai problème, ce n'est pas comment ils font les cristals et où va nous amener ces cristals demain ou après-demain. Et moins encore, comment on peut faire résistance à ces cristals. Le vrai problème, c'est de dire qu'il n'y a rien. C'est le néant. Contre le néant, c'est la plénitude. La plénitude, c'est la conscience. C'est un problème philosophique, mais pas philosophique dans le sens moderne, mais philosophique dans le sens ancien. C'est une façon de vivre la vie et de la sentir. Il faut être joyeux, et il faut être allègre, et il faut être décontracté. Tout ce qu'ils veulent faire sera possible si on y a, si nous le vivons avec angoisse, avec anxiété. Si on ne fait pas ça, on est libre. C'est plus grosso modo, c'est ce qui explique aussi Junger, hein, ce qui explique Nietzsche, c'est expliqué, voilà, bon, c'est ça. Hein. Après, bon, les gens libres doivent s'organiser pour libérer les autres. Enfin, pour permettre aux autres de trouver la façon de se libérer. Mais s'ils commencent à se préoccuper de comment sont faites comment elle est faite la toile des araignées et où est-ce qu'ils vont arriver demain ou après-demain, on est déjà fichu. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va quitter. Pas de questions? Bon, je vous remercie tous. Merci, Elix. Je ne connaissais pas la notion de potentiel cher Jean-Pierre Garnier-Mallet. Euh, si tu m'envoies par mail quelques éléments, je vais la lire. Volontiers. Bonne soirée.